On va parler de biodiversité et du coup, sans du tout considérer, merci beaucoup, sans du tout considérer l'impact carbone que ça représente, étant bien conscient de l'enjeu. Mais si vous êtes déjà intéressé à l'archipel des Galapagos et si vous avez déjà été, ce qui coûte effectivement très cher en carbone, voyez des paysages comme ça qui sont absolument superbes. Et il y a ça, c'est bon. Ok. Et qui sont un peu un laboratoire naturel pour l'étude de la biodiversité. Donc, euh, quand les aspects logistiques. Et je me suis posé la question un peu de comment vous présenter les enjeux de biodiversité à un public où il y a des gens qui travaillent sur le climat, sur les océans et sur tous les changements, les événements extrêmes. Et il me semble que les Galapagos, c'est un bon exemple parmi très nombreux. Donc voilà, vous avez la présentation qui défile sous vos yeux avec tout ce que je voulais toutes les surprises que je voulais vous donner qui sont en train de tomber à l'eau les unes après les autres. C'est pour te mettre la pression un peu. Et voilà, donc le climat dans l'archipel des Galapagos est contrôlé par les événements El Niño, des événements ENSO que certains d'entre vous connaissez très bien. Il y a certains experts dans la salle, donc je ne vais pas me permettre d'en dire beaucoup plus que de vous dire qu'il y a eu des événements de sécheresse très importants qui n'arrivent pas tous les ans, qui sont des événements de sélection très importants, des événements de dépression environnementale très importantes, en particulier celui de 82-83 ici, puis celui de 97 ici, puis il y en a eu un certain nombre récemment, qui ont impacté les écosystèmes, qui ont impacté le climat à l'échelle globale. Sur l'île des Galapagos, ça a impacté en particulier la faune et la flore. Et ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un peu à la base cette réflexion de cette notion de biodiversité, quand on se pose la question de quel est l'impact du climat et des changements environnementaux sur le vivant. Qu'est-ce que ça leur fait? Alors, sur les humains, justement, ben, on a une petite idée de ce que ça nous fait. On n'aime pas trop quand il fait trop chaud ou trop froid, parce qu'une partie des personnes qui sont soit en mauvais état de santé, soit pas acclimatées, vont avoir des problèmes. Mais c'est peut-être plus représentatif de parler de façon un peu historique du potentiel évolutif d'une espèce. Et c'est un peu ce concept que je voulais partager avec vous, parce que ce n'est pas forcément un concept qui est au cœur des thématiques de l'OMP, mais j'espère bien que dans quelques années, ça le sera. L'idée, c'est que cette question a été beaucoup étudiée sur ce groupe d'espèces modèles qui sont les pinsons de Darwin, pinsons des Galapagos. C'est des espèces qui sont endémiques de l'archipel des Galapagos, qui ont des populations relativement restreintes et qui ont été impactées par ces changements climatiques, par ces événements climatiques très importants. Ils ont des tailles de bec qui en fait représentent leur préférence écologique. Les espèces qui ont des gros becs sont capables de manger des grosses graines dures, et les espèces qui ont des petits becs, ben, c'est celles qui n'ont pas vraiment réussi dans la compétition et qui sont capables de manger les petites graines. Et donc, là, ce qui est très, très important à garder en tête, c'est que cette taille de graine, c'est un trait morphologique qui est contrôlé relativement simplement par la génétique. Il y a des gènes développementaux qui contrôlent la forme et la taille des becs. Et ça a été prouvé il y a déjà quelques années. Donc, c'est assez facile de prouver que ce bec, la taille des becs, c'est un caractère, on appelle ça un caractère morphologique, qui est héritable. C'est-à-dire que quand un parent a un gros bec, son enfant a un gros bec également. C'est pas toujours vrai. Par exemple, la taille des humains, c'est pas un caractère qui est héritable. C'est pas vrai que en moyenne dans la population, que quand la taille des populations, quand la population, une personne est grande, ses enfants sont forcément grands. Alors vous allez me dire, vous avez plein de contre-exemples, vous êtes grand et vos enfants sont grands, etc. Mais en moyenne, c'est pas vraiment un caractère qui est très fortement contrôlé par la génétique, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a d'autres caractères, c'est encore plus évident, la couleur des yeux, c'est complètement aléatoire. Mais là, pour la taille des becs, ça marche bien. Donc voilà, c'est pour ça que je vous donne cet exemple aussi. Et la question, c'est que se passe-t-il quand les ressources alimentaires changent? Alors déjà, pourquoi elles pourraient changer? Parce que certaines espèces ne sont pas capables de produire de plantes, ne sont pas capables de produire des graines certaines années où il fait très sec. Vous voyez où je veux en venir? C'est justement qu'il y a eu des événements donc, de sécheresse importants à la fin des années 70. Ce n'est pas forcément les plus gros El Niño qui se sont passés, mais c'est là où il y a eu certaines plantes qui n'ont pas du tout produit de graines. Et du coup, ce qui s'est passé, et en particulier ces petites graines, et du coup, cette espèce-là qui a un relativement petit bec, ben, elle s'est retrouvée dans un événement de sélection naturelle très important, qui a fait mourir 85% de la population.
Et c'est à ce moment-là que ceux qui ont survécu, ben, c'est ceux qui avaient dans la population des très grosses graines. Donc un élément qui est fondamental dans cette réflexion, c'est qu'il faut que dans chacune des espèces, il y ait tout un panel de tailles pour pouvoir sélectionner dedans. Donc cette variabilité génétique est vraiment fondamentale dans la réflexion de cette théorie de l'évolution. Donc c'est ce qui s'est passé à la fin des années 70. Il y a eu très très rapidement un changement de la taille de becs. Et puis ensuite, il y a eu des changements à nouveau. Il y a eu des événements qui ont favorisé les espèces de plantes à petites graines et qui ont permis de revenir à cette espèce-là de pinson de Darwin, de revenir à une taille moyenne. Et puis à la fin, alors donc je vais vous présenter la suite. Donc ça, il y a un deuxième événement El Niño qui a eu l'effet inverse sur la population. Donc une chose qui est aussi intéressante, c'est qu'on ne peut pas interpréter très simplement l'effet du climat sur l'évolution. Il faut regarder vraiment dans le détail des mécanismes qui sont sous-jacents à un événement de sélection naturelle. Et le mécanisme, en l'occurrence, c'est est-ce que la ressource en nourriture a été un succès, la récolte a été bonne ou pas bonne. Et ça dépend de plein de détails, comme vous savez très bien. Si vous essayez de faire pousser des tomates, ben, il faut vraiment pas mal de détails pour arriver à ce que ça marche bien. Et il y a un dernier événement ici, qui est encore un exemple, c'est qu'il y a eu à nouveau un événement de sélection très important, et ça c'est dû à l'invasion d'une autre espèce de pinsons qui est venue bouffer, rentrer en compétition. Donc vous voyez que c'est pas seulement le climat qui joue un rôle dans ce genre d'histoire, c'est qu'il y a une kyrielle d'événements qui peuvent entrer dans la sélection naturelle des espèces. Alors tout ça pour vous dire que la sélection naturelle et ces événements-là sont à la base de cette notion de la biologie évolutive. Et c'est ça ce qu'on étudie dans mon labo, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et il y a une théorie qui a été développée dans les années 30, qui est la théorie synthétique de l'évolution, qui essaie à la fois de comprendre, de décrire tous ces phénomènes-là, de les mathématiser également, puisqu'il y a eu des équations qui ont été mises en place dans les années 30 justement, et de comparer les échelles de temps et d'espace. Et ça, c'est aussi un événement qui est un point que j'aimerais souligner, c'est que finalement, ce que je vous ai décrit là, c'est comment une toute petite population va évoluer dans le temps en fonction de facteurs de sélection naturelle, de pression environnementale. Mais ce qui a été découvert, c'est qu'il y a ces micro-événements, quand on les répète et qu'on les multiplie des dizaines et des dizaines de fois, ça peut aussi conduire à l'apparition de nouvelles espèces. Et c'est ça qui est à la base de la réflexion de la théorie synthétique de l'évolution et de ce que Darwin avait a développé il y a plus d'un siècle et demi maintenant. C'est que finalement, l'essentiel des événements d'évolution, d'apparition de nouveaux clades dans le vivant sont dus à ce cumul infini de ces événements. Et naturellement, je reviens sur mon point de départ, le climat joue un rôle fondamental là-dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs que les grands événements d'apparition de nouveaux clades majeurs sont associés à des événements climatiques majeurs, les grandes périodes d'extinction. Alors, parlons maintenant de la biodiversité, puisque c'était la tâche qui m'était allouée. Donc la biodiversité, c'est l'état du vivant sur notre planète. C'est un état dans le sens où on observe ce qui est autour de nous. Donc là, je reprends un petit peu la terminologie de physicien pour parler de variables d'état. La biodiversité, c'est aussi le résultat d'un long processus de différenciation des populations par la sélection naturelle. Donc c'est pas c'est pas juste quelque chose qui nous est qui est comme ça et qui est stable. Il y a un potentiel de changement. Ça inclut tout le vivant, qu'il soit utile, inutile. Alors j'ai mis le moustique tigre juste pour que ça soit absolument clair, parce que bon voilà, je ne sais pas si c'est un problème chez vous, ça l'est chez moi. Donc que ça soit utile, inutile, bénéfique ou dangereux, dangereux ou nuisible, ainsi de suite. Donc il n'y a pas de critères utilitaristes ou éthiques même, ou esthétiques à la biodiversité, c'est l'ensemble du vivant. Ça inclut tous les êtres vivants et de façon très importante également leurs interactions. Et puis, ça tombe sous le sens, mais ça inclut aussi une autre espèce qui est l'une des millions d'espèces qui sont sur la planète, qui sont un petit peu particulières parce qu'elles ont eu une capacité inventive particulière il y a quelques centaines d'années, mais comme on vient de le voir, c'est pas forcément quelque chose qui est amené à durer, et donc il n'y a pas non plus, voilà, on pourrait tout à fait replacer la discussion qu'on vient d'avoir dans le contexte évolutif et voir que la révolution industrielle, c'est un événement de sélection très important en termes d'innovation technologique ou autre. Alors, parlons un petit peu
de catégories. Il y a en fait un des problèmes de la notion de biodiversité, c'est que c'est un terme qui est polysémique, qui est beaucoup plus difficile en fait à définir qu'on pourrait le penser. Un des premiers éléments, c'est que cette diversité génétique que j'ai définie tout à l'heure, c'est le moteur de l'évolution, mais en pratique, on en entend beaucoup parler parce que ça intéresse beaucoup l'agronomie. Essayer d'améliorer les semences, essayer d'avoir une filière alimentaire qui soit meilleure. Donc ça, en fait, très concrètement, quand on parle de diversité génétique aujourd'hui, on parle beaucoup en fait, d'alimentaire, on parle beaucoup de ce monde de l'agro-industrie. Ensuite, il y a la notion de diversité spécifique, qui est une autre notion finalement, qui est reliée, mais c'est la résultante du processus de l'évolution quand on arrive à des espèces. Les espèces, elles arrivent quand tout un ensemble de conditions dans de biologie évolutive arrivent. C'est le processus de spéciation. Mais en pratique, ce qu'on entend parler quand on parle de la biodiversité, on pense aux pandas, on pense aux espèces emblématiques, et on pense à ce qui est en train de se passer actuellement à Marseille, qui est le congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, et qui a pour objectif de conserver les espèces, sachant que, en fait, on connaît très peu sur la biodiversité des espèces. Catherine, tu tiens le temps, ou si je suis trop long, tu n'hésites pas à me le dire. C'est bon. Merci. Ok. Faut jamais dire ça parce qu'après moi j'ai. Ok. Merci. Euh, Parmi les choses qui sont importantes là-dedans, c'est qu'il y a des enjeux de conservation qui sont essentiels quand on conserve la biodiversité. Mais ce que je voulais vous donner quelques ordres de grandeur sur ce qu'on sait actuellement sur la biodiversité, sur les espèces du vivant. Aujourd'hui, on pense qu'il y a à peu près entre 5 et 10 millions d'espèces sur Terre. Et encore, on parle des espèces qui sont des espèces eucaryotes, qui sont des espèces multicellulaires supérieures. En fait, sur ces 6 et 8 millions, on en a décrit probablement que 10%. Et sur ces 10%, on n'en connaît bien qu'à peu près 1%. Quand je dis connaître bien, c'est avoir des informations sur leur écologie, leur démographie, leurs préférences alimentaires, qu'on ait des études, par exemple, si on parle du panda, on a plein d'études sur le panda, on sait plein de choses sur le panda. Si on parle de l'humain, on sait plein de choses sur l'humain. Mais il y a plein d'espèces de nématodes qui sont peut-être dans cette prairie ou dans ce gazon à côté que personne n'a jamais étudié parce que ça n'a absolument aucun intérêt et du coup on ne sait pas grand-chose sur elles. Donc en fait on a une connaissance qui est très très limitée et très, très biaisée aussi sur certaines espèces qui sont en général représentées ici parce qu'elles nous attirent pour des critères esthétiques. Le dernier point intéressant ici dans la diversité spécifique, c'est qu'il y a un impact politique très important. On le voit très bien parce que dès les années 70, il y a eu un ensemble de politiques publiques qui ont été mises en place pour la conservation et ça a démarré avec des approches de politique sur la préservation de certaines espèces qui sont emblématiques ou qui sont en danger. Et vous savez très bien que quand on essaie de protéger des habitats naturels, la meilleure façon de le faire, c'est d'essayer de trouver une espèce rare, truc-muche, qui intéressait personne avant, mais qu'on met en avant pour essayer de protéger l'écosystème. Donc il y a tout un jeu d'acteurs là, qui est un jeu à la fois politique et pas trop biologique, pour mettre en place des stratégies de protection de la nature. La dernière échelle, c'est l'échelle des écosystèmes. C'est peut-être celle à laquelle vous êtes plus familière au plan de la recherche scientifique qui se fait à l'OMP. Et c'est celle qui est une vision vraiment à la fois réalisée mais aussi idéalisée de la biodiversité, qui est les écosystèmes remarquables. Mais c'est aussi une vision beaucoup d'ingénieurs, la notion d'écosystème. C'est vraiment voir le monde vivant comme une boîte noire dans laquelle il y a tout un ensemble d'espèces qui servent un certain rôle de recyclage d'énergie, de matière, des flux, etc. Et donc j'attire votre attention sur le fait que bon, tout modèle est faux. Certains modèles sont utiles, mais ils sont tous faux. Vraiment, là, la vision d'un écosystème, c'est un modèle de la réalité, et c'est une simplification qui pose souvent des problèmes. Où est-ce que s'arrête un tel écosystème? Est-ce qu'il faut protéger cet endroit et pas l'endroit voisin? Ça devient très important. Surtout quand on parle d'écosystèmes remarquables. Qu'est-ce qui est remarquable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Typiquement, les mangroves, par exemple, qui sont très dégradés pour plein de raisons, sont des écosystèmes considérés comme remarquables et importants à conserver. Mais en fait,
la limite des mangroves est souvent ambiguë et dans certains endroits, il y a un continuum entre le système de mangroves qui est soumis normalement à la, à la, à la marée des océans et le système de terre ferme. Et puis il y a une notion qui est un petit peu que je mentionne pour être complet, c'est la diversité fonctionnelle, qui est aussi un critère qui se rapproche beaucoup de la diversité des écosystèmes, qui essaie de opérationnaliser les concepts de la science des écosystèmes, mais qui est un peu plus compliqué à, à mettre en œuvre et qui est potentiellement très utile aussi. Voilà, alors on peut reparler de plein d'autres types de biodiversité. Vous allez certainement poser la question sur la diversité linguistique, culturelle, qui a à voir avec les humains. Bon, je laisserai ça pour les questions s'il y en a. Voilà. Alors, vous savez très bien que la biodiversité est exposée à des risques. Comme il y a le GIEC, il y a aussi une structure intergouvernementale qui s'intéresse à essayer de quantifier les impacts sur la biodiversité, qui s'appelle le panel intergouvernemental pour la biodiversité et les services écosystémiques, et qui a essayé de quantifier les facteurs directs qui jouent sur la biodiversité. Alors, vu la connaissance dont on dispose sur ce concept polysémique qu'est la biodiversité et dont on connaît vraiment pas grand-chose, les quantités qui sont là sont à prendre avec des pincettes. C'est un petit peu comme si le GIEC s'était mis en place en 1850, quoi. Là, ça aurait été assez rigolo de voir les premiers rapports du GIEC. Parce que on ne savait même pas mesurer la température très bien. Et là, c'est à peu près dans cette situation qu'on est, puisqu'on ne sait pas mesurer la biodiversité très bien. On n'a pas de thermomètre de la biodiversité, pour être clair. Donc on fait des approches un peu au doigt mouillé. N'empêche que c'est pas la peine d'être. On peut être assez facilement convaincu que les grands facteurs qui ont un impact sur la biodiversité, c'est les changements d'utilisation des terres, qui sont massifs et qu'on peut mesurer pour le coup par la télédétection par exemple, l'exploitation directe, en particulier dans les océans, ça c'est quelque chose qui a été très bien documenté, les changements climatiques, bon ça je vous en ai donné des exemples, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles parce qu'on suppose que les espèces sont sensibles au changement climatique, mais on connaît très mal la physiologie de toute la diversité du vivant. Et donc on fait vraiment des scénarios qui des fois sont hyper simplistes en disant que 25% des espèces vont changer quand 2% de la température va augmenter de 2 degrés Celsius. Bon, c'est peut-être des simplifications qui sont à mettre en cause. Puis les effets de la pollution et des espèces exotiques et envahissantes, appelées avec un anglicisme classique invasives, donc ce qui dit en français espèces envahissantes, et qui ont un impact très important sur certains écosystèmes, en particulier dans les milieux insulaires. Voilà, alors, des exemples de déclin documentés, il y en a plein. Il y a, alors ça c'est aussi tiré de rapport de l'IPBES. L'étendue et l'état des écosystèmes a décliné au cours du passé par rapport à la préhistoire. Alors ça, encore une fois, ça suppose quand même des hypothèses très très fortes. Les risques d'extinction des espèces ont augmenté également. Les communautés écologiques, c'est-à-dire l'intégrité biotique, l'abondance des espèces naturellement présentes a baissé 23%. Donc ça, c'est CF, une intervention très fameuse de Jacques Chirac il y a quelques dizaines d'années maintenant, qui parlait de la disparition des oiseaux abondants. La biomasse et l'abondance des espèces a aussi décru, mais alors ça, c'est quelque chose qui suppose qu'on sache quantifier la biomasse dans les écosystèmes naturels, et comme vous savez, c'est assez difficile à faire. Et puis la nature et les peuples autochtones et les communautés locales ont aussi été dégradés. Alors ce qui est très intéressant dans l'IPBES, c'est que la notion de biodiversité est super inclusive et inclut également les approches humaines, c'est la diversité humaine. Et il y a une autre chose qui est très intéressante dans la réflexion de l'IPBES, c'est que dans les années 2000, il y a eu l'équivalent de l'IPBES qui s'appelait le Millennium Ecosystem Assessment, qui servait à quantifier un peu l'état du vivant et qui a défini ce concept de service écosystémique, qui est en gros mettre une valeur en euros ou en dollars à chaque espèce vivante. De façon très intéressante, on a shifté, et je pense que c'est très, très intéressant et très utile aussi, on a shifté d'une approche purement économiste et économisante à une approche plus politique avec l'IPBES, qui parle de la contribution de la nature au peuple, et au peuple avec un S. Et donc cette notion de biodiversité comme étant une contribution de la nature au peuple, c'est quelque chose qui est très anthropocentrique,
on ne se le cache pas, mais qui est aussi beaucoup moins économiste et beaucoup plus politique dans sa nature. Donc il y a des évolutions qui sont extrêmement rapides dans la perception de la biodiversité, qui sont fascinantes à suivre et peut-être à documenter aussi. Alors je vais finir sur comment mesurer et documenter le vivant. Il y a deux façons. La première, c'est d'aller sur le terrain et de se mouiller, de prendre ses bottes et de les salir. Ça, c'est celle qu'on imagine et qui est effectivement la plus intéressante, et j'espère qu'on vous convaincra beaucoup d'entre vous de nous rejoindre sur le terrain pour faire ce genre d'études, pour aller en particulier à la station de recherche des Nouragues en Guyane française, parce que c'est un coin sympa. Mon collègue Scott Maury, qui vient de mourir malheureusement, était l'un des grands personnages de cette aventure. C'était un botaniste qui a été partout en Amérique du Sud, et c'était un spécialiste de la noix du Brésil. Donc la prochaine fois que vous prenez l'apéro et que vous mangez une noix du Brésil, pensez à Scott Maury qui a redéfini cette famille de plantes, d'arbres tropicaux complètement. Et à droite, il y a la vision qui est celle typique OMP, où on va mesurer la biodiversité par satellite. Les deux ne sont pas du tout incompatibles naturellement. Mon argument, c'est de dire que si on veut faire l'un, il faut faire l'autre également, et il faut essayer d'utiliser une intégration des approches pour utiliser les images satellites pour spatialiser la biodiversité en utilisant des mesures spectrales ou hyperspectrales alors, voilà, les approches de spectrométrie et de biodiversité. Il y a des satellites qui sont prévus dans les missions Sentinelle, comme KAIM, qui va pouvoir faire ça. Et le problème qui va se poser quand ces satellites seront vraiment en discussion pour mesurer la biodiversité, ce sera où est-ce qu'on va valider les données. Et du coup, on aura besoin de sites de terrain pour faire ça. Et j'espère qu'on pourra en rediscuter à ce moment-là. Et je pense que c'est peut-être pas demain, mais dans quelques années, ça va arriver. Voilà, juste pour faire une petite pub pour le labo que je représente aussi, c'est le laboratoire Évolution et Diversité Biologique. On travaille un peu sur les trois aspects. Documenter le déclin de la biodiversité avec des belles espèces emblématiques. J'ai des collègues qui travaillent sur les lémuriens à Madagascar, par exemple. Attribuer les causes de ce déclin en utilisant les données quantitatives sur les changements d'utilisation des terres en particulier, mais aussi étudier les réponses de la biodiversité aux pressions environnementales. Parmi les choses qu'on fait dans ce dernier aspect, on travaille sur les lézards des murailles, qui est une espèce modèle super intéressante parce que c'est relativement facile à élever et à exposer à des conditions climatiques un peu inhabituelles, comme on lui augmente sa température, on regarde quelle est sa physiologie, quelles sont ses réponses physiologiques. On travaille sur ça avec les collègues qui sont à Moulis, en Ariège, et qui ont des dispositifs expérimentaux super puissants. Voilà. Pour conclure rapidement, comme le problème du changement climatique, on a fait quand même beaucoup de progrès sur la connaissance de la biodiversité. On a documenté l'érosion de la biodiversité, on a identifié des causes, on a proposé des scénarios conduisant à freiner l'érosion. Mais ces analyses vont tout un ensemble de questionnements. Alors là, je rejoins le précédent exposé que l'histoire de l'environnement et la perception de la nature dans nos sociétés est questionnée aussi par ce genre d'enjeu. Donc avoir une approche historique, c'est fondamental. Et c'est quelque chose qui est relativement peu fait. Qu'est-ce qu'on sait sur l'histoire de notre environnement en dépit il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi tous les aspects d'utilisation des terres et comment on a utilisé les terres par le passé. Les modèles de gouvernance et des biens communs sont aussi à questionner, ainsi que la nature des institutions, la responsabilité de la technologie, alors son rôle potentiellement pour réduire les impacts sur la biodiversité, si on est technophile, ou sa responsabilité si on est technophobe, mais je pense que les deux discussions sont intéressantes à avoir. Les enjeux géopolitiques, en particulier vis-à-vis du Sud, là je m'adresse aux collègues de l'IRD dans la salle, et aussi, mais pas seulement, les comportements individuels. C'est-à-dire qu'on ne va pas résoudre les problèmes simplement en se disant que moi, je vais avoir une bonne pratique. Il faut qu'on soit conscient qu'on participe à ça en tant que société. Donc la complexité de ces questions suggère qu'il n'existe pas un plan d'action universel. En gros, que ce n'est pas les politiciens qui vont nous imposer les choses. Mais ce n'est pas non plus seulement en résolvant les problèmes dans notre jardin qu'on va résoudre le problème, mais il faut avoir des approches plus complexes. Là, je vous fais référence aux travaux fantastiques d'Elinor Ostrom, qui a travaillé sur ces enjeux de gouvernance en lien avec les enjeux environnementaux. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Merci beaucoup, Jérôme. Le temps est venu aux questions. Il y a 23 personnes en distanciel, donc n'hésitez pas. Les personnes en distanciel ont dit qu'ils ne m'entendaient pas quand je parlais, mais hors micro. Mais normalement, avec le micro, ils doivent entendre.
Et je confirme, le prochain exposé, ce sera Olivier Ragland. Mais pour l'instant, les questions à Jérôme, j'imagine. Pascal. Bonjour Jérôme, merci pour ton exposé. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur justement les scénarios proposés par l'IPBES, puisqu'en fait, bon, il n'y a pas de thermomètre pour mesurer la biodiversité aussi précisément qu'on peut le faire pour le climat, et avec les travaux du GIEC qui permettent de proposer des scénarios avec des quantifications précises. Néanmoins, on ne peut pas attendre non plus d'avoir trouvé le bon thermomètre pour la biodiversité. Donc, est-ce que tu peux dire quelques mots sur ces scénarios et qu'est-ce qu'ils impliquent? Merci pour ta question. Une bonne partie des hypothèses sont qu'on va utiliser l'aire de distribution actuelle des espèces qui est connue par des inventaires de ces espèces, même pour les espèces rares, pour essayer d'en déduire leurs conditions climatiques idéales. Et ensuite, on va surimposer des scénarios climatiques qui sont donnés par le GIEC pour regarder comment l'aire de distribution va changer. Et dans certains cas, on est forcément confronté à des conditions un petit peu catastrophiques pour les espèces de montagne qui vont devoir monter, sauf qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'intervalle pour lequel monter plus haut, ou des espèces qui sont déjà très au nord et qui sont pas du tout adaptées à des conditions plus chaudes. Donc dans ces conditions-là, la prédiction, c'est que ces espèces pourraient s'éteindre. Ça c'est les approches qui ont été faites déjà depuis une bonne dizaine d'années, et quand on les prend naïvement, l'impact pourrait être très important pour une bonne dizaine de pourcents des espèces qui sont actuellement documentées. Naturellement, il y a une capacité d'adaptation des espèces, dans certains cas, une capacité aussi de répondre, de suivre les changements climatiques ou pas, en fonction de leur capacité de dispersion, et ça complique le scénario. Donc aujourd'hui, les modèles sont plutôt des modèles statistiques plutôt que des modèles physiologiques et mécanistes sur la biodiversité. Il y a une autre approche qui consiste à essayer de quantifier la diversité des écosystèmes par typiquement regarder par exemple les modèles de végétation qui sont couplés directement là pour le coup avec des modèles climatiques, type orchidée par exemple, et pour lesquels on peut imaginer avoir des approches où la diversité est intégrée dans les modèles de façon complexe, mais ce n'est pas le même type de diversité. Ça c'est fait par exemple dans les milieux océaniques, avec le modèle Darwin des collègues du MIT qui font ça sur la diversité du plancton en gros, et avec une diversité fonctionnelle qui est mesurée dans le temps. Voilà, donc ça c'est le socle de ce qu'on peut faire en termes de scénarisation de la biodiversité. Mais on voit bien qu'il y a plein d'hypothèses qui sont sous-jacentes et qui posent problème effectivement, et qui font que quand on dit que, comme j'ai entendu ce matin ou hier, que 25% des espèces d'arbres pourraient disparaître, ça repose sur vraiment des raisonnements à la hache. Merci. Quand on se trouve dans une forêt, par exemple, du Massif central, qui paraît assez loin de zones où les pesticides sont fortement utilisés, et qu'on constate effectivement sur plusieurs années une diminution des oiseaux, par exemple, je ne comprends pas. Comment tu peux expliquer que, apparemment, localement, même dans un territoire assez grand, il semble qu'il n'y ait pas eu d'impact des humains, et en fait, tout est touché. Ah bah oui, ça c'est pas très intuitif effectivement, mais les oiseaux se dispersent, ils se reproduisent pas forcément là où tu vas les voir, et donc tu peux aussi imaginer qu'il va y avoir des impacts de la pollution, en particulier des intrants agronomiques qui vont être par exemple sur la reproduction des oiseaux. Je donne cet exemple à dessein parce que c'est vraiment un exemple classique de l'écologie politique qui a été donné par Rachel Carson au début des années 60 sur ce bouquin qui s'appelle Printemps silencieux,
qui expliquait d'une façon pourquoi le printemps était silencieux et qu'il n'y avait plus d'insectes qui faisaient du bruit dans les prairies, mais aussi qui donnait un exemple politique fort en expliquant pourquoi le symbole des États-Unis était en décroissance très importante. C'était le pigargue à tête blanche, qui est ce soi-disant aigle, qui n'est pas vraiment un aigle, qui est en décroissance parce qu'il est impacté par la pollution directement, et la taille les œufs étaient beaucoup plus fragiles, et du coup ça a un impact, ça. Et ça n'a pas un impact là où on voit le pigargue, ça a un impact potentiellement à des kilomètres, voire à des centaines de kilomètres plus loin. Passe au suivant. S'il y a pas de- Il a été assez documenté finalement que la recherche sur le réchauffement climatique n'est pas forcément une recherche comme les autres, dans le sens où souvent on peut avoir, en travaillant quotidiennement sur le réchauffement climatique, une espèce de dépression, enfin que c'était vraiment pas facile de travailler sur des choses qui remettent en cause parfois l'habitabilité, des scénarios à plus 4 degrés, etc. Et je voulais savoir, dans le cas des laboratoires qui travaillent sur la biodiversité, quand on assiste à ce qui s'appelle la 6e extinction de masse, s'il y avait ce genre de choses, ou est-ce que finalement l'étude de la biodiversité est quelque chose finalement de plus distant, parce que les humains ne sont pas directement impliqués, et notamment par exemple, on voit bien que beaucoup de climatologues s'investissent, on va dire, pour tenter de vulgariser leurs propos pour diminuer le réchauffement climatique, pour des raisons assez évidentes, mais finalement dans les objectifs du laboratoire que tu nous as présenté sur le slide précédent, finalement c'était des objectifs d'étude, trois axes que tu nous as montrés, qui sont vraiment des objectifs très scientifiques d'observation, mais pas forcément justement de chercher à comprendre éventuellement comment limiter, comme pourraient le faire par exemple plus des climatologues. Donc je voulais savoir si tu pouvais nous parler peut-être de ce parallèle qu'il peut y avoir entre la recherche sur ces deux aspects de la catastrophe écologique. C'est une question compliquée parce que c'est plus une question de médiation scientifique, une question vraiment de recherche scientifique. Donc là, j'ai parlé de recherche scientifique. Je pense que en climatologie, sur les enjeux du GIEC, il y a aussi de la recherche scientifique qui est détachée des enjeux sociaux et de la perception. Je ne crois pas qu'on ait un déficit de scientifiques qui soit dans l'emphase par rapport à la crise de la biodiversité. D'ailleurs, moi, je ne vois pas très souvent des scientifiques qui parlent de la biodiversité de façon relativement sobre dans les médias. On parle toujours de 6e extinction, sur des affirmations qui reposent, comme j'ai essayé de le dire, sur des connaissances scientifiques qui sont infiniment plus ténues que ce que le GIEC a mis en place. Donc je ne suis pas en train de remettre en cause la 6e extinction, je suis en train de dire, d'une part, il faut quand même être très prudent dans le message qu'on donne au grand public. Et je ne vous inclus pas là-dedans parce que je sais que là, je parle à des experts et à des scientifiques, on parle entre scientifiques. Il faut quand même faire attention à ça. Et je crois aussi que je ne suis pas du tout convaincu que ça soit une bonne chose non plus, même sur le principe, de communiquer uniquement sur la catastrophe. Parce que la réaction, la psychologie naturelle est de dire que s'il y a une catastrophe, il faut réagir dans l'urgence. Et l'urgence, c'est complètement, à mon sens, antithétique de la recherche scientifique. On ne peut pas faire de la recherche scientifique dans l'urgence. Donc je crois qu'il faut être conscient qu'il y a des risques, qu'il y a des enjeux, mais la société humaine est, à mon avis, très adaptée aux risques et aux enjeux. Et bon, voilà, que ce soit des risques de maladies, des risques climatiques, plein d'autres risques dans notre vie quotidienne. Et donc, je ne suis pas sûr qu'en tant qu'humain, qu'individu qui allumons la radio le matin, on ait besoin d'entendre parler de catastrophes tous les sans cesse. C'est mon avis, mais ça, c'est en tant que citoyen que je vous le donne, pas forcément non plus en tant que scientifique.